Pratiquant d'arts martiaux depuis son enfance, ancien membre de l'équipe de France combat mais aussi ancien entraîneur kumite et jutsu pour la Ligue Midi-Pyrénées FF Karaté, enseignant depuis plus de 20 ans, Lionel Froidure, 6e dan de karaté ainsi que 5e dan d'Arnis Kali Doble Terrapilon, et en plus d'être budoka, un réalisateur et vidéaste dans le domaine des arts martiaux depuis plus de 10 ans, avec sa société Imaginars TV, où il a réalisé quasiment une centaine de DVD avec de très nombreux experts et sensei. Grâce à ses DVD, à sa série intermartiale et à son parcours martial, Lionel Froidure a côtoyé un grand nombre de maîtres haut gradés et reconnus, et ça dans diverses arts. Lionel est également très suivi sur YouTube avec plus de 30 000 abonnés, où il réalise un riche contenu. Depuis de nombreuses années, il ne cesse donc de basculer entre budoka et réalisateur. Lionel Froidure, je pratique les arts martiaux depuis 1981-82 avec mes parents qui sont tous les deux professeurs. Mon père est 7e dan, ma mère est 4e. Après j'ai la petite sœur qui est aussi 4. Voilà. Donc je pratique le karaté, je suis de formation Shotokan et après à côté je fais beaucoup d'arts martiaux philippins où je suis 5e degré d'Arnis Doble Terrapilon. Je ramène mon coude comme si je faisais corps, je m'awashi un pied et je me récupère. Ici, je fais le chiuke et je descends vers cette partie. D'accord, simple. 1, 2. C'est juste des teodoki, d'accord, c'est dénouer le nœud, donc j'enlève la saisie, même s'il serre fort. Si je commence à tirer, ça va l'amener vers moi. J'ai juste à aller vers ici. Ici, s'il serre, que je commence à faire ça et qu'il ne veut pas, je vais avoir du mal. Pourquoi? Parce que je travaille avec un bras contre un bras toujours, donc il faut toujours rajouter le corps du tien, le corps qui vient travailler avec. D'accord? La notion la plus importante pour soi, connaître sa place. Le monde des arts martiaux est un microcosme en fait de l'être humain dans la société. Et ne pas savoir où est sa place, en fait, c'est pas savoir où est-ce qu'on est dans sa place, on est dans sa vie. Et dans un dojo, c'est exactement la même chose. Qu'on soit débutant, on a sa place. Qu'on soit en avancé, on a sa place. Quand on fait partie des senpai, on a une place, on a un rôle à jouer. On est sensei, c'est pareil, on a chacun sa place. Et je pense que si chacun connaissait réellement sa place par rapport aux autres, ça les aiderait réellement en fait à avancer, parce que des fois, il y a un peu de confusion là-dedans. On peut être un élève, mais en même temps un enseignant, un senpai, parce que je suis un élève, mais ça fait longtemps, donc je suis le senpai des petits jeunes qui viennent d'arriver. Donc j'ai un rôle aussi à jouer pour eux. Donc chacun permet d'évoluer. Je tire, je pourrais très bien d'accord sortir et venir faire ça et ici. Mon mouvement, c'est pas ça, c'est je viens et je remplace. Sa main, elle est au-dessus du poing. D'accord, c'est moi qui bouge. D'accord. Ce qui va me permettre de travailler mon travail, mon déplacement. Okay, mes parents, ils ont ouvert un grand centre d'arts martiaux à Toulouse en 86, le Shaolin International Toulouse, et dedans il y avait 8 disciplines. Je vivais au-dessus, j'avais 14 ans. Donc l'école en a beaucoup chargé. J'étais tout le temps sur le tapis. Donc déjà karaté, mais j'étais très très intrigué par toutes les autres disciplines. Donc j'ai commencé déjà à pratiquer les autres disciplines, j'avais 14 ans. Il y en a avec qui j'ai accroché beaucoup plus que d'autres. Donc j'ai beaucoup accroché avec l'aïkido, avec le Nihon Taijitsu, qui à l'époque s'appelait Taijitsu. Donc, après j'ai fait du taekwondo aussi, avec qui j'avais des bons potes. Donc voilà, mais c'était vraiment des relations humaines. Jusqu'à un certain point où je commence à comprendre en fait qu'il y avait des choses que j'arrivais à comprendre dans mon karaté grâce à ces autres disciplines. Où je voyais des choses qui me manquaient dans ma pratique et que je trouvais ailleurs.
Donc c'était pour complémenter. Donc je trouvais ça bien de pouvoir voir aller ailleurs. Et je trouvais ça sympa et aussi un petit peu qu'on me prenne aussi en tant que hooké, quoi. Parce que, par exemple, en Aikido, le prof, il adorait me prendre en tant que hooké parce que il savait que j'allais attaquer franchement avec un vrai coup de poing dans la gueule, quoi. Donc il trouvait ça génial, quoi. Parce que la plupart de ses élèves n'attaquaient pas franchement. Donc pour lui, ça lui permet de se tester. Et quand t'es jeune, je suis mis en avant, c'est cool. Mais petit à petit, tu te rends compte en fait que cette flatterie d'ego, en fait, elle est vraiment dépassée par beaucoup d'autres choses et que tu as des notions que tu vas retrouver dans ta propre discipline. Et c'est ça qui est intéressant. Donc les arts martiaux philippins, surtout, je les ai découverts quand je suis parti aux Philippines pour faire mon documentaire, les guerriers philippins. À l'époque, je pratiquais déjà le kobudo, donc de Matayoshi, mais je trouvais que c'était une pratique que j'appelle de musée, une pratique assez ancienne et qui a du mal en fait à être transposée au monde contemporain d'aujourd'hui. Et les Philippins ont ce côté-là en fait qui n'est pas, c'est parce que ils ont le combat encore dans le sang. J'ai rencontré des maîtres, ils ont combattu avec une machette pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc quand il y en a, ils ont eu des duels à mort en place publique. Et ils sont vivants. Pour qu'on retrouve ça dans les arts martiaux japonais ou chinois, mais il faut remonter à plusieurs générations. Donc ils ont gardé vraiment ce côté combatif et très proche de la réalité, et très contemporain. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Après, le maniement du couteau, du bâton, c'est des armes qu'on peut retrouver très facilement de nos jours. Se balader et d'apprendre des katas, des coups, quoi, de rames okinawanais, c'est sympa, c'est très budo. Mais je vais pas aller me battre avec une rame, quoi. Donc, voilà pourquoi. J'aimerais beaucoup, en fait, s'il y avait vraiment un sensei avec qui j'aurais aimé pratiquer maintenant, ça serait redescendre sur Motobu ou Itotsu sensei. Voilà, c'est ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du karaté Shotokan. Donc il y avait Funakoshi, et puis après il y avait Itosu, dans lequel, et après un peu en parallèle il y avait Motobu, quoi. Donc Funakoshi était un peu le lettré, Motobu était un peu le guerrier un peu farouche. Et c'est vraiment les deux sensei que j'aurais aimé rencontrer. Si j'avais le pouvoir de pouvoir remonter le temps et de pouvoir m'entraîner avec eux, de pouvoir m'asseoir et discuter avec eux, et de surtout savoir en fait si la pratique dans laquelle on est, la vision dans laquelle on est, correspond un petit peu à ce que pensait. Donc pas forcément la pratique de tout le monde, mais la mienne, hein, moi en particulier. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien revenir en arrière, parce que une fois que tu connais tes racines, tu sais où tu peux aller, mais quand tu connais pas tes racines, c'est compliqué d'avoir une trajectoire. Et là maintenant, comment je peux me retrouver à partir de là, et comment je dois arriver ici? Donc j'ai la pièce finale, mais j'ai pas le début. D'accord? Et on remonte en arrière, pour comprendre où je dois me situer. C'est le problème souvent quand on enseigne les arts martiaux, il y a des gens qui regardent des photos. Il y a les photos A, photo B. Et au milieu, il se passe quoi? Donc les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai pareil. Il n'y a pas une vidéo pour apprendre des katas. Donc, je ne savais pas comment on passait du point A au point B, à part ce qu'on me disait. Mais d'une technique à une autre, c'est la même chose. C'est pas le point A ou le point B le plus important. C'est ça. Ce qui se passe de là à là. C'est ça le plus important. C'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est en noir. C'est ce qu'on montre jamais. C'est pour ça qu'on dit que les secrets des arts martiaux sont cachés. Ils sont cachés parce qu'on ne les voit pas. Parce que les gens se concentrent sur le début du mouvement et sur la fin du mouvement. Jamais sur ce qui passe au milieu. Le meilleur endroit pour cacher quelque chose, c'est de le montrer tout le temps. D'accord? Parce qu'on n'y prête pas attention.
J'aime beaucoup Nijusho, donc il est 24 pas. C'est un kata qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que il n'est pas à angle droit, il est dans les diagonales. Donc, ça j'aime bien parce que j'aime pas les trucs qui sont trop droits. J'aime bien le chaos comme tu as pu le voir hier. Et plus ça avance, plus j'aime ça. Mais je me rends compte qu'à force de travailler d'autres styles, je me rends compte en fait que plus ça va, plus c'est Sanchin. Voilà. Et avec l'âge, en restant dans mon style, ça devient les Teki Nairanchi, qui est kata fondateur, quoi, qui sont dans les katas les plus anciens qu'on peut se retrouver. On est ici, je fais la même chose, d'accord? Cette main, maintenant, au lieu qu'elle vienne récupérer, on va s'en servir. On va une prendre. Le plus beau souvenir avec les DVD, je vais te répondre un peu en jouant différemment. Parce que c'est trop compliqué en fait. Il y en a tellement que. Un des premiers gros DVD en fait que j'ai fait, c'est avec Jean-Pierre Lavorato. À l'époque, j'étais, si je me rappelle bien, j'étais 3e dan quand j'ai commencé, et on commence à tourner. Et Jean-Pierre, il se retourne, il me fait: "T'en penses quoi, Lionel?" J'en pense quoi? Quoi? De l'image, elle est bien. Non, de ce que j'ai fait. Je savais plus ma place, hein. Celle que je parlais tout à l'heure, et je sais pas, il me dit: "Mais si, c'est pour ça aussi que je veux travailler avec toi, parce que tu es un pratiquant, tu es un enseignant, tu as un œil de caméra, et donc voilà, même si on a, voilà." Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, quoi. Je l'ai accepté au fur et à mesure, parce que ça a été très compliqué, en fait, d'accepter cette position. Donc, parce que, je suis réalisateur, je suis conteur d'histoire, mais c'est compliqué de se positionner. Donc, faut toujours garder en évidence la personne que tu as en face, ce qu'elle fait, comment elle le fait, et quel est son but, et pas le tien. Donc pas te mettre à la place. Donc c'est comme si tu es un reporter, ton job c'est de reporter les news, de les rapporter, pas de les interpréter. Et c'est pour ça que dans ce job-là, c'est pas forcément évident. J'ai appris à le faire et je continue toujours parce que voilà, on connaît jamais assez les gens, donc, et leur désir profond est dans leur pratique. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Après, il y a tellement d'histoires qui me sont arrivées, d'histoires humaines et passionnantes que voilà, je pense qu'il faudra une dizaine de cartes sur ta caméra. 1, 2, 3, 4, ici. Mais maintenant, essayons de voir le mouvement plutôt avec une forme nage, waza, donc avec forme de projection. Je garde le même départ. 1, 2, 3, et là maintenant, je vais venir faire mon mouvement ici, mais je vais venir ici, au niveau de la tête pour frapper. Et l'autre main va venir pendant que je vais repartir dans l'autre sens. Donc je vais monter en haut, et après je vais redescendre au niveau de la tête. Je suis fan de plongée sous-marine. Et forcément, j'étais en train de regarder un documentaire sur la plongée sous-marine avec un gars, je me rappelle plus le nom de la série, avec un gars, c'est un Anglais, qui part dans les plus beaux spots du monde pour aller découvrir ces spots et à la rencontre des gens sur place et de découvrir le spot en lui-même. Et je fais: ah mais c'est génial, mais il faudrait que je fasse la même chose avec les arts martiaux. Ça a été une idée, tu vois, je l'ai mise dans un coin et voilà, j'ai pu y retoucher. Et plus tard, Imaginars commençait à se lancer, je commençais à vivre des arts martiaux, et je me suis dit: ouais, mais ça serait bien quand même que tu fasses quelque chose pour remercier les arts martiaux de te donner la vie que tu as. Donc je me suis un peu creusé la tête, et je me suis dit: mais en fait, le meilleur moyen de les récompenser, c'est de montrer ce que peut apporter les arts martiaux aux gens, ou le fait aux pratiquants de leur amener, le fait de voyager et d'aller au cœur de la pratique. Et donc là, il ressurgit en terre martiale. Et donc, j'en ai discuté par hasard avec mon ami Danny Fesneau, qui vivait en Asie, et qui pratiquait les arts martiaux philippins. Et je connaissais absolument pas, et je lui parle, ça faisait peut-être 7 ou 8 ans qu'on ne s'était pas vu, donc je le croise à la sortie d'un stage, on discute, et je lui parle de ça, je lui dis: ouais, j'aimerais bien faire ce projet.
Il dit, mais pourquoi tu viens pas aux Philippines? C'est moi, je les connais, je te présente et vas-y. Ouais, t'es sûr? Ouais, pas de souci. Aucun souci, tu viens et on y va. Bon, 6 mois après, j'étais là-bas. Voilà. Depuis 10 ans, je pars à la rencontre des maîtres d'arts martiaux dans leur pays d'origine. À chaque fois, j'ai dû me remettre en question, m'adapter en sortant de ma zone de confort. J'ai profité un maximum de ces voyages initiatiques auprès des maîtres et de replacer les arts martiaux dans leur environnement culturel et géographique. Voici ce qui s'est passé et qui a changé ma vie. Retrouvez tous les documentaires en DVD sur imaginearts.tv. Quand t'es petit, on te parle tout le temps d'Okinawa, le berceau du karaté. Et les maîtres, même si c'est pas le lieu du Shotokan, j'ai jamais été bloqué là-dessus. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et le fait qu'Oshiro Sensei me dise, après que je sois rentré des Philippines, il me dit, mais pourquoi tu viens pas à Okinawa? Ok, je viens avec toi. Donc voilà, et donc je suis parti à Okinawa avec Sensei Oshiro. Et ça a été très révélateur dans ma pratique. Ça a fait énormément de changements dans ma pratique parce que je suis retourné aux racines. Et donc je me suis plus contenté de regarder ce qu'on me donnait et j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'aille chercher par moi-même les choses pour pouvoir me nourrir. Ça a été vraiment un très très gros déclencheur. Le deuxième qui m'a vraiment touché, c'est le Ichuan. Donc c'est le travail interne. Je n'avais jamais fait d'arts martiaux internes avant. J'avais fait du shiatsu, etc. après des stages en Europe. Mais de la pratique vraiment interne, j'en avais jamais fait. Donc je suis arrivé en Chine pour 3 semaines avec 6 heures par jour d'interne. Je ne savais pas du tout où j'allais. J'ai vu une autre dimension des arts martiaux. J'ai découvert quelque chose. Je me suis redécouvert moi-même en tant que pratiquant et en tant qu'humain. Parce que on redirige sa pratique vers soi-même et pas vers les autres. Donc c'est une autre façon de travailler. Et je pratique toujours. Donc voilà.
partir de l'âge de 14 ans, j'avais une seule idée en tête, en fait. Je voulais être en équipe de France. C'est tout ce qui m'intéressait. Je voulais être en équipe de France combat et faire comme mes stars, quoi. Je voulais être comme Massy, je voulais être comme voilà, l'EET, voilà, je voulais ressembler à ces gens-là, quoi. Je voulais être un guerrier sur le tatami, quoi. 2 ans après, je suis rentré en équipe de France à 16 ans. Donc voilà, je fais, ah ouais, c'est bien, c'est cool. Mais je me suis rendu compte vite fait en fait que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait plus que ça, quoi. Et j'ai vite arrêté la compète parce que je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plus de plaisir en fait à enseigner les choses quand je revenais des stages que de ce que j'apprenais pour aller faire en compète. Donc je me suis rendu compte que l'enseignement était devenu quelque chose qui me titillait. Donc à partir de 16 ans, j'ai dit moi je veux plus faire d'études, je veux être enseignant. À 16 ans, il n'y a pas d'études. Donc, à moins de partir pour faire prof de sport. Mais vu mon niveau scolaire, c'était hors de question. Donc j'ai attendu, je suis parti en BEP, parce que on a voulu me mettre là, donc il fallait bien que j'attende. Et à 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait ciao, et je suis parti faire ma formation de BE tronc commun, où là j'ai appris que les études, en fait, ça sert. Parce que je savais pas rédiger, je savais pas travailler, j'avais des cours tous les week-ends de 4 heures, mais j'avais pas le niveau scolaire pour pouvoir suivre, donc je me suis lamentablement planté en fin d'année. Mais ça a été une belle leçon, parce que l'année d'après, j'ai recommencé tout seul, en candidat libre, donc je me suis pris par la main, et comme sur le tapis, j'ai appris. J'ai tout refait, j'ai repris ma grand-mère, mes conjugaisons, savoir travailler. Et c'est comme ça que je suis devenu prof. C'est tout ce que je voulais, quoi. Je voulais être sur le tapis tous les jours. Donc j'ai réussi parce que j'y suis toujours. Donc, mais je pensais pas que j'allais vivre la vie que j'ai maintenant, quoi. C'est un peu le fruit du hasard, le destin, et en même temps, croire en soi, quoi. C'est quand j'ai lancé Imagine Art, j'avais des gens, ils me disaient mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, ça va pas marcher, tu connais pas le business, tu sais pas faire. Ouais, c'est pas grave, je fais quand même, je croyais en moi, j'ai fait énormément d'erreurs, j'en fais toujours, et ça me plaît. Et tous les projets, je les fais comme ça, je les fais avec le cœur, quoi. Donc si j'y crois, j'y vais et je le fais, et puis on voit où ça amène, hein. Si ça amène nulle part, ça amène nulle part. C'est pas grave, j'aurais vécu l'expérience, ça m'amène quelque part, et tant mieux, parce que ça ouvrira une autre porte, voilà. Donc, le temps, soit je suis avant, soit je suis après. Pendant, ça n'existe pas, ça voudrait dire que vous arrêtez, que lui aussi. D'accord? C'est soit j'arrive avant son mouvement qui est terminé, soit j'arrive après. D'accord? Pendant, ça ne marche pas. Et là, maintenant, il reste là et je fais plein de trucs autour. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut que ça soit avant ou là, et hop, on redirige. La puissance, on la redirige de diverses façons. Soit on la redirige en frappant dedans, je frappe et son bras il va s'en aller, je vais diriger sa force d'une certaine façon. Ou je vais le capter et le rediriger. J'aime plus cette façon de faire. Pourquoi? Parce que si je prends une balle, ça, c'est à qui? C'est à toi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mort. Elle a fait ça. Un coup de poing, c'est la même chose. Si on commence à faire la même chose qu'on fait naturellement, qu'on a appris à faire, quand on était enfant, se lancer des ballons, d'accord, on fait la même chose sur un coup de poing. On fait la même chose sur un coup de pied. Si je commence à reprendre les mêmes principes et les appliquer les uns après les autres. Il n'y a pas de règle. Hein. La seule règle qu'il y a, c'est s'entraîner, c'est pratiquer. Donc, pas pour rien que mon motto, tu le sais, hein, c'est pour être un pratiquant, il faut pratiquer, quoi. Donc, mais les mots sont faciles. On a beau dire, oui, je suis un pratiquant, mais avoir la sincérité et la rigueur sur les années,
C'est ça qui fait qu'un pratiquant va avancer, mais parce qu'il a cette rigueur. Tout le temps. Tous les jours. Et ils me disent, ouais, mais tous les jours, je peux pas m'entraîner. Mais si, tu peux. Pas forcément 1 heure, mais tu peux t'entraîner 10 minutes. Ah, mais je fais quoi pendant 10 minutes? Une chose. Et tu la refais pendant 15 jours, 3 semaines. Une chose. Et tu verras, mais au bout de 3 semaines, ça ira beaucoup mieux. On appelle ça des micro-habitudes. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Mais le peu de temps, on le fait tous les jours. Et on s'habitue. Et on le fait tout le temps. Et après, on rajoute les grosses sessions. Et puis après, ça devient quelque chose qui est un peu plus sans passer. Donc dès qu'on n'est plus sur le tapis... Bon, c'est quand c'est que ça commence, quoi. Hein? C'est Lionel, quoi, quand il part en vacances et qu'au bout d'1 semaine, il peut plus, quoi. Il faut qu'il bouge. Encore, je suis ici. Reviens, passe le deuxième. D'accord, et ce qui me permet de pouvoir le refaire. De pouvoir... Après, si on est souple, tous les deux. D'accord? On est souple. Si je viens. 1, 2, 3, 4, 5, à toi. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens. Et je repars. D'accord? On rentre dans un drill, dans un exercice limité, une boucle, qui nous permet de travailler le ressenti, les appuis, tout en continuant le mouvement, et sans l'arrêter. Et jusqu'au bout. D'accord? C'est là. Un coup de gueule, il y en a tellement. J'en ai marre de cet irrespect entre les disciplines. Ça me saoule. Ça me saoule, mais alors à un point que c'est pas croyable. Il faut arrêter ça, quoi. Non, c'est pas la discipline qui est meilleure, c'est un bonhomme. Si le bonhomme il est meilleur, c'est pas parce qu'il en a fait la discipline, c'est parce que le gars il était sur le tapis, quoi. Et qu'il est doué, et qu'il a travaillé pour en arriver là. Après, je suis sûr que ce gars-là, il aurait commencé par autre chose, il aurait fait la même chose, il serait aussi bon dans l'autre discipline. C'est juste que le destin a voulu qu'il soit dans cette discipline-là. Dans le code des arts martiaux, on parle beaucoup de courtoisie et de respect. Et le respect, il ne s'arrête pas juste dans ton tatami, dans ta maison, etc. Il s'applique à tous les autres. Voilà, c'est le respect des autres. Donc, voilà. Et ça, pour moi, c'est... La personne qui parle mal des autres, non. Quoi. Après, il peut y avoir des sales cons. Mais c'est pas la discipline, c'est la personne en elle-même. Voilà, la discipline, non. Voilà, c'est autre chose. C'est les gens qui sont dedans. Après, s'il y a des cons, il y a des cons. Voilà. Donc, mais on ne peut pas critiquer quoi, la discipline en elle-même, et surtout quand on ne la pratique pas. Alors là... Voilà. Donc c'est bien de se cacher derrière un clavier et de critiquer quoi, une discipline. Si tu ne te mets pas dedans, que tu ne vas pas pratiquer avec, et tu ne peux pas comprendre. Donc voilà, il faut être ouvert. Et il y a des gens très bien partout. Il y a des gens talentueux partout. Et qui peuvent t'apporter, qui peuvent nous apporter, qui m'apportent. C'est génial, quoi. C'est génial. Voilà, on est cousins. On fait partie de la même famille. On est des cousins. Voilà. Sur sa chaîne YouTube, Lionel Froidure propose régulièrement des interviews de divers pratiquants. Durant ses paroles aux pratiquants, il propose le fight, une série de questions à répondre rapidement. J'ai donc décidé de retourner contre lui son propre jeu. Blocage ou esquive? Esquive. Tsuki ou Geri? Tsuki. Clé ou projection? Kansetsu. Kata ou Kyo? Oh, kata. Japon ou Okinawa? Okinawa. Et la dernière, photo ou vidéo? Vidéo. Je travaille sur un déplacement là, c'est bon. D'accord, je dois créer chez lui une réaction. Je suis obligé de créer une réaction. Ça. Ah, ça m'empêche. Ça t'empêche parce que tu es obligé de gérer ton équilibre. Si je suis là et que je passe, ou alors t'es gentil, tu me laisses passer, là maintenant tu m'étrangles. D'accord? Donc, je suis obligé de créer chez lui une secousse. Une secousse qu'il est obligé de gérer. Mais cette secousse, je peux pas la faire après. Parce que là, il s'arrête et il fait rien derrière. Donc, je suis obligé d'être dans le temps. Je suis obligé d'être ici. À partir du moment où je suis ici,
Merci. Donc, c'est de m'accueillir. Voilà. Pour cette interview, de pouvoir partager un moment. Voilà. Donc, sur le tapis de mai, mais aussi un moment un petit peu plus privilégié, voilà, en tête-à-tête pour ces vidéos. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer les gens et de pouvoir vraiment échanger, quoi. Et donc, encore une fois, dans le respect, n'oubliez pas. Je suis placé, maintenant il faut qu'il reste couler un peu. Maintenant, je vais venir. Il a suivi. Après, ça va être compliqué. Je reviens. Et je repars. Faire un jeudi karaté. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, hein. C'est important. Ouais, lui, ça lui fait plaisir. Et après vous serez au courant de toutes ces nouveautés. Ciao.